Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes bien sûr l'ancien Premier ministre, vous êtes aujourd'hui maire du Havre et patron du parti Horizon. La campagne qui commence officiellement ce matin, puisque ça y est, toutes les listes sont arrêtées depuis hier soir 18h. Et on apprend que le RN présente bien 577 candidats, que le Front Populaire présente bien 577 candidats, mais que la majorité sortante renonce à présenter des candidats dans 65 circonscriptions. Vous faites même plus semblant de vouloir gagner. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? Ah non, ça n'a rien à voir. Comment c'est compréhensible pour les Français, ça? L'objectif, c'est de créer une nouvelle majorité parlementaire. Dans un certain nombre de circonscriptions, dans un peu plus de 489 circonscriptions, il y a des candidats qui sont et se présentent sous l'étiquette Ensemble pour la République. Il y en a qui se présentent sous l'étiquette Horizon. On a 80 candidats Horizon. Très bien. Et puis, il y a une soixantaine de circonscriptions où les résultats électoraux, où la situation politique locale laisse à penser qu'il y a un candidat du bloc central qui a plus de chances de gagner qu'un candidat issu de la majorité ancienne. Et ben dans ce cas-là, le choix qui a été fait, c'est de considérer que c'était probablement mieux que ce soit lui qui porte le combat. Et c'est pas du tout renoncer à gagner, c'est au contraire se donner les chances, dans une circonscription, de ne pas laisser aux Françaises et aux Français le choix entre Rassemblement National et LFI. Pas de candidat face à François Hollande, pas de candidat face à Olivier Faure, pas de candidat face à Fabien Roussel. Pas de candidat face à Vincent Jeanbrun, qui va se présenter et qui se présente avec l'ancien maire de la Île-et-Rose, Ensemble pour la République, et qui n'est pas membre de la majorité présidentielle. Et moi, je trouve ça remarquable que ce soit lui qui porte les couleurs. Il n'est pas de mon parti politique, il n'était pas dans la majorité présidentielle, mais il partage un certain nombre de valeurs et il a envie de s'engager. C'est parfait. Mais vous ne m'avez pas répondu sur François Hollande, sur Fabien Roussel et sur Olivier Faure. Eh ben, chez François Hollande, je crois que le calcul qui a été fait, c'est de constater qu'il n'y avait pas de candidat de la majorité qui était susceptible de pouvoir l'emporter. Voilà. Et que donc, il valait mieux que ce soit... Vous dites quoi à vos électeurs de choisir toujours le candidat le plus républicain et le plus démocrate. Et face à Olivier Faure et face à Fabien Roussel, je veux dire, tous les trois, on est bien d'accord, courent sous les couleurs du Front Populaire. Le Front Populaire est votre ennemi. Mais je trouve intéressant de parler des endroits où on n'a pas de candidats, mais je trouve bien aussi de parler des endroits où on a des candidats. Oui, mais moi, je fais campagne pour mes candidats. Bah oui, mais vous comprenez quand même que pour les Français, c'est très étrange. Moi, je ne sais pas comment c'est lisible. Il faut en tout cas donner les clés. Vous en avez visiblement des clés, mais moi, j'en ai pas. Les Françaises et les Français, ils sont, je vous assure, au moins beaucoup plus intelligents que les responsables politiques et probablement beaucoup plus intelligents que les journalistes et les commentateurs. Ils comprennent ce qui se passe sur le terrain. Mais donc on arrête tout de suite l'interview ? Non, pas du tout. Mais ils comprennent très bien ce qui se passe sur le terrain. Et ils voient très bien le choix qu'il leur est fait. Et circonscription par circonscription, ils auront un choix qui leur est proposé et ils feront leur choix politique librement. C'est-à-dire que moi j'ai écouté Bruno Le Maire hier, par exemple. Bruno Le Maire qui a passé un moment considérable de l'émission dans laquelle il était présent hier, à dire à quel point François Hollande et son association avec le Front Populaire étaient à ses yeux un naufrage. Et on apprend hier soir qu'il n'y aura pas de candidat face à François Hollande. C'est quand même étrange. Attendez, le choix de François Hollande... Vous le comprenez, le choix de François Hollande de partir sous la bannière Front Populaire ? Je le trouve, et mon premier réflexe aurait été, et a probablement été d'ailleurs, et a été d'abord la surprise, de m'en amuser, parce qu'il faut reconnaître que quelqu'un qui a eu autant de mal avec les frondeurs, qui s'allie avec eux pour faire le contraire de ce qu'il a fait, ça tombe pas spontanément sous le sens. Mais une fois que j'ai dit ça, qui est ma première réaction, je réfléchis un peu, et je me dis que dans la situation que nous vivons, se présenter aux élections, agir plutôt que réagir, après tout, il ne faut pas s'en moquer. Vous ne l'avez pas envisagé, vous ? J'ai réfléchi à ce qui était le plus utile, et j'ai considéré que le plus utile, c'était pour moi, pendant les 3 semaines qui venaient, de faire campagne extrêmement activement, partout en France, pour soutenir les candidats qui se présentent sous mes couleurs, pour soutenir les candidats qui s'inscrivent dans la logique que j'essaie de construire, celle de la construction d'une nouvelle majorité parlementaire. Voilà. Par ailleurs, je me suis engagé en 2020 pour être maire du Havre, et donc j'ai un mandat, j'aime être maire du Havre, et je considère que l'enracinement et l'action politique locale sont extrêmement précieux pour réfléchir à la France sur le plan national. Pour réfléchir à ce qui s'est passé et pour réfléchir aussi à la suite, on y reviendra bien sûr, Édouard Philippe, mais entre-temps, il y a David qui vient nous appeler au 32-16 et qui a une question aussi sur le deuxième tour, me semble-t-il. Bonjour David. Oui, bonjour. David, on vous écoute. Alors j'ai une question, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui vous fait le plus peur réellement entre l'extrême gauche ou l'extrême droite ? Parce que quand on voit pour le bien de notre démocratie les différents débordements de LFI, les drapeaux arrachés français au sein des manifestations LFI,
les slogans scandés contre la France. Je me pose réellement la question de ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui, l'extrême gauche ou l'extrême droite. Édouard Philippe. Moi, je vais vous dire, monsieur, que les deux me font peur. Et c'est pas une façon de ne pas répondre. Les deux me font peur. Qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui pour mon pays ? Une crise financière me fait peur. Le monde qui est dangereux me fait peur. Qu'est-ce que disent les extrêmes aujourd'hui, LFI et ses alliés, ou le Rassemblement national et ses alliés, dans ces deux domaines ? Les réponses dans ces deux domaines me font peur. Je prends le monde dangereux. Dans le programme de LFI, enfin dans le programme de LFI et ses alliés, il n'y a pas un mot sur la défense. Rien. On vit dans un monde à l'intérieur des frontières. C'est pas comme si à l'extérieur c'était dangereux. On n'en parle pas. Pas un mot sur la dissuasion nucléaire, pas un mot sur le volume des armées, pas un mot sur nos alliances. C'est hallucinant. Et on explique qu'il va falloir désarmer la police. Ça m'inquiète. À l'extrême droite, qu'est-ce qu'on me dit ? Au Rassemblement national et ses alliés, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit il faut sortir de l'OTAN. On me dit la Russie va pas rentrer en Ukraine. Du commandement intégré de l'OTAN, pour être précis. Oui, c'est-à-dire quoi du commandement intégré de l'OTAN ? Ça veut dire qu'on ne participe pas aux décisions, mais qu'on est quand même dans l'OTAN. En quoi ce type de décision ajoute de la sécurité à la France ? En rien du tout. Donc sur ce sujet-là, les deux me font peur, également peur, ou peur plus exactement, m'inquiètent, et je pense qu'ils ne servent pas l'intérêt du pays. Sur la crise financière, vous faisiez partie de ceux qui alertaient il y a un mois, parce qu'en fait il y a un mois et demi, on se souvient du coup de tonnerre de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui dit au fond ça ne va pas, il n'y a plus de sous, il faut trouver 20 milliards d'urgence. Je fais partie de ceux qui considèrent que le sujet de la dette est un sujet sérieux, que la France depuis 50 ans pratique une sorte d'addiction à la dépense publique et que le niveau de dette est devenu un sujet sérieux. Et je le dis avec humilité. Beaucoup de gens pourraient me dire, oui, vous avez été Premier ministre, et pendant que vous étiez Premier ministre, la dette a augmenté. Je leur fais observer que pendant que j'étais Premier ministre, pendant 2 ans, le déficit a baissé, et que ça n'était pas facile, et que j'ai pris des mesures impopulaires pour garantir le fait que le déficit baisse. Mais passons. Ce qui est vrai, c'est que la situation financière actuelle nous place dans une situation de fragilité vis-à-vis de ceux qui nous prêtent de l'argent. Et des deux côtés du spectre politique, chez LFI et ses alliés, comme chez le Rassemblement national et ses alliés, je vois des propositions qui vont précipiter et aggraver la faiblesse financière, aggraver le risque qui pèse sur l'épargne des Français, sur, je dirais même, la prospérité des Français. Et ça m'inquiète beaucoup parce que je sais bien qu'il y a un côté, vous savez, il y a un côté chef de M. Seguin. Quand on parle d'argent public... La chef de M. Seguin, c'est cette fable où la chef de M. Seguin croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, elle veut aller ailleurs et elle finit par se faire manger par le sou. On appelle au loup, on dit au loup, puis à force de dire au loup... Non, ça c'est Guilou qui crie au loup, mais enfin pardon. On dit au loup. Pierre et le loup et la chef de M. Seguin. Vous avez mélangé les deux fables, mais c'est pas grave. Et à la fin, on finit par... À la fin, les deux se font manger de toute façon. Et à la fin, on finit par croire qu'il n'y a plus de menace. Moi, je vous le dis, ceux qui ne prennent pas la question de la dette au sérieux disent des balivernes aux Français et ne veulent pas voir une fragilité absolument considérable de notre pays. Je vais aller au bout de la question de David, parce que c'est une question qui traverse tous les Français et qu'on a entendu partout ce week-end. En cas de deuxième tour, qui votez-vous ? Si vous vous retrouvez face à un deuxième tour, il y a l'Alliance des gauches d'un côté et le RN de l'autre. Eh bien, je répondrai de façon très claire à cette question quand elle se posera. Mais pour l'instant, je suis en campagne pour le premier tour. Est-ce que c'est possible de ne pas répondre à cette question aujourd'hui alors que tous les Français se la posent ? Je viens de le faire et si vous me reposez la question, je vous répondrai de la même façon. Vous vous la posez. Oui, et elle vous a traversé, j'imagine, tout le week-end comme tous les Français. Et j'y répondrai après le premier tour. Je sais que la meilleure façon de ne pas prendre le premier tour au sérieux, c'est de parler du deuxième. Moi, je veux prendre le premier tour au sérieux. Je veux faire en sorte que dans le maximum de circonscriptions, il y ait un choix pour les Français et que les candidats que je soutiens, les candidats qui se présentent sous la bannière Ensemble pour la République, les candidats qui sont Horizon, puissent être représentés au deuxième tour. Il y a des endroits où il y a des Horizons et des En Marche face à face. C'est le cas notamment dans le Val-de-Marne. Oui, vous en trouverez une. Ouais. Très bien. Mais okay. bon, on peut passer beaucoup de temps sur celle-là. Non, pas beaucoup de temps. Je voudrais juste savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a un affrontement au sein même de cette coalition ? Il y a une circonscription où ça frotte un petit peu. Très bien. Mais dans cette circonscription, vous appelez à voter pour qui ? Pour le candidat Horizon ? Vous, Édouard Philippe ? Ah oui, moi je fais campagne pour les candidats Horizon, oui, ça m'a pas échappé. Donc contre le candidat Renaissance. Et dans les autres circonscriptions, je fais campagne pour celles et ceux qui s'inscrivent dans la logique que j'essaie de construire. Et donc je voudrais, si vous voulez bien, en dire un mot. Tout à fait. Moi je considère que lorsque le président de la République a prononcé la dissolution, il a dissous la majorité présidentielle. C'était son choix. C'était sa prérogative. Il y aurait eu d'autres choix. On sent bien que vous vous dites... il l'a fait. Et on peut passer des heures à discuter du fondement. Non, parlons de ce qui se passe. L'important, c'est ce qui se passe. Il y a une élection législative. Moi, mon souhait, c'est de construire
quelque chose qui n'est pas ce qui a existé, qui est quelque chose de nouveau, qui est une nouvelle majorité parlementaire, plus large dans ses fondements politiques que ce qui a prévalu jusqu'à présent, avec d'autres personnes aussi. Et l'idée, c'est, pour construire cela, de le dire avant. Et moi, j'essaie de construire une nouvelle majorité parlementaire. Vous pensiez avoir un peu plus de temps pour le dire, quoi? Attendez, c'est la vie, c'est les circonstances. Hein. Les circonstances, vous vous adaptez aux circonstances. Voilà, donc là, vous avez 2 semaines au lieu de 2 ans. Pendant ces 2 semaines, compliqué. vous dites quoi? Que ça va de Philippe Juvin à Fabien Roussel. Madame de Malherbe, c'est très court, c'est vrai, vous avez raison. Mais en très peu de temps, il s'est déjà passé beaucoup de choses. En très peu de temps, on a vu une tentative, à mon avis honteuse d'une certaine façon, de Éric Ciotti, de exploser le parti LR pour lui faire prendre une option qui n'avait pas été discutée en interne. On a vu des gens qui se détestaient pendant la campagne européenne faire mine d'essayer de se rassembler à l'intérieur de l'alliance dirigée par LFI. Mais je ne vois pas comment ça peut tenir, ils sont d'accord sur rien. Posez-leur la question, est-ce que pour faire face à la transition écologique, à la transformation climatique, il faut ou non s'appuyer sur le nucléaire? C'est pas une question théorique, hein, c'est une question assez simple, avec des investissements considérables derrière. Mais que dit LFI et ses alliés? C'est quoi leur réponse? Vous savez bien qu'à l'intérieur, il y en a qui sont très partisans du nucléaire et d'autres qui sont très opposés. Et d'ailleurs, le nucléaire n'est pas mentionné dans le programme comme la défense, commun. Tout ce qui gêne. Vous avez des trucs assez étonnants et les trucs importants, curieusement, on n'en parle pas. Marine Le Pen dit qu'elle n'aura, dit-elle, aucun mal à constituer un gouvernement d'union nationale. Oui, je ne sais pas si ce sera un gouvernement d'union nationale. J'ai compris que ce serait un gouvernement Rassemblement national avec les quelques alliés débauchés chez M. Ciotti. Et elle-même ne met pas les 2 autres blocs sur un pied d'égalité. Elle dit l'abomination, la vraie abomination, c'est la NUPES 2. Oui, et j'imagine qu'elle dit que ceux qui ne sont pas la NUP sont la fausse abomination. Le fait qu'elle ne vous mette pas sur un pied d'égalité? Écoutez, c'est de poser-lui la question. Hein. Mais je le ferai sans aucun problème. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que quand vous dites qu'il y a en effet une partie des LR qui ne se reconnaît pas dans la décision d'Éric Ciotti, il y en a d'autres dont ils ont dit qu'ils ne s'y reconnaissaient pas, mais qu'en même temps, si on était dans l'entre-deux tours, c'est le cas de François-Xavier Bellamy, ils voteraient évidemment pour le RN. C'est ce que je dis. Je pense qu'il y a peu de temps pour ce moment politique absolument décisif que nous sommes en train de vivre, mais qu'en peu de temps, il se passe des choses. Il y a des choses qui sont dites et il y a des décisions qui sont prises. La décision d'Éric Ciotti de rejoindre le Rassemblement national sur des bases que je ne veux pas connaître, mais qui me paraissent étonnantes. La décision d'un certain nombre de gens qui ne supportaient pas la LFI, finalement de dire qu'ils se mettaient sous son ombrelle. Et puis la décision d'un certain nombre de gens dans le bloc républicain, dans le bloc central, d'essayer de construire quelque chose pour la suite. Ce qui ne sera pas facile. Mais d'essayer de construire. Mais vous y croyez encore quand vous avez vu... mais j'y crois complètement, c'est pour ça que je me bats. Attendez, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. Le propre du combat politique, c'est pas que... si vous faites de la politique pour dire, quand il y a 80% des gens pour un sujet et 20% des gens pour le même sujet, il faut choisir le 80-20, c'est très bien. Mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est se battre pour un certain nombre d'idées, pour un certain nombre de projets. Bon, voilà, c'est ce que je fais à ma façon, pas parfaite, mais c'est ce que je fais. Il y a une semaine tout pile, les Français ont voté et ils ont mis à 30% le bulletin RN. Non, mais ils ont le droit de le faire. Et est-ce qu'il faut s'arrêter à ça? Pourquoi? Je voudrais juste savoir pourquoi. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est contre vous, contre la majorité? Est-ce que c'est contre Emmanuel Macron? Est-ce que c'est uniquement de la colère? Est-ce que c'est de la conviction? Comment vous comprenez ces 30%? Mais tout ce que vous venez de dire est vrai. Et je suis incapable de quantifier à l'intérieur de tout ce que vous venez de dire. Oui, il y a de la colère. Oui, il y a de la conviction. Oui, il y a du rejet du président de la République. Oui, il y a du rejet du gouvernement. Oui, bien sûr. Oui, il y a une forme de après tout, on n'a pas essayé. Bien sûr qu'il y a tout ça. Est-ce que vous avez des regrets? C'est-à-dire, Édouard Philippe, est-ce que vous vous dites aujourd'hui, voilà, quel est le regret que vous avez? Vous avez été au gouvernement, vous avez dirigé le gouvernement de la France sous Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est ce rejet massif. Qu'est-ce que vous vous dites? Quel est le regret? Qu'est-ce que vous vous dites? On aurait dû faire ci ou ça? Non, mais ma conviction, c'est que quand vous êtes un responsable politique, quand vous êtes un maire, quand vous êtes un Premier ministre, je suis maire, j'ai été Premier ministre, vous savez, vous apprenez très vite, et si vous ne l'apprenez pas, alors dans ce cas-là, vous êtes un danger public, mais vous apprenez très vite qu'entre ce que vous souhaitez et ce qui est possible, il y a une énorme marge.
quand vous avez toujours été dans l'opposition, vous pensez que si vous souhaitez quelque chose et que vous le dites, ça va arriver. Ça va forcément arriver. Quand vous avez exercé des responsabilités, c'est pas simplement vrai pour la politique, hein, c'est vrai pour tout type de responsabilité. Vous savez qu'entre le réel, le possible et le souhaitable, il y a des marges. Et c'est comme ça, c'est la vie. Bon. Et puis vous savez aussi que quand vous prenez des décisions, quand vous en prenez beaucoup, parfois vous vous trompez. Parfois vous ne faites pas les choses exactement comme il aurait fallu les faire. Et le seul avantage de l'expérience, c'est de savoir mais là, ça. vous êtes dans la théorie, dans les faits. Je suis pas du tout dans la théorie. Quel est le fait que vous regrettez? Vous voulez peut-être une petite phrase, mais je suis pas du tout dans la théorie. Pas du tout. Je voudrais que vous puissiez vous adresser. Au contraire, je suis en train de vous dire, au contraire, ce que 23 ans d'expérience politique, ce que être maire du Havre, qui est une ville formidable, mais qui connaît plein de problèmes, m'a appris que vous pouvez transformer les choses. Vous pouvez améliorer les situations. Mais c'est difficile, c'est long. Ce que je veux dire, Édouard Philippe, c'est ce que vous êtes en train de dire. Des hommes politiques de nombreux bords pourraient le dire aujourd'hui. Au fond, vous dites même un peu la même chose que Lionel Jospin il y a déjà 20 ans, quand il disait la politique ne peut pas tout. Ce que je veux dire, c'est vous, Édouard Philippe, aujourd'hui, vous êtes dans cette campagne, presque malgré vous, je dirais, parce que cette campagne, vous l'auriez menée, mais vous l'auriez sans doute menée dans 2 ans. Ça n'est un secret de polichinelle pour personne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous adresser à ces 30% de Français en leur disant « Maintenant, j'ai compris, il y a des trucs que j'aurais dû faire, que j'aurais voulu faire, que je n'ai pas pu faire. » Et de quoi s'agit-il? Mais il y a forcément des choses qu'on ferait autrement. Mais d'abord, je vais commencer par vous dire ce que j'ai fait. Et ce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent aujourd'hui le bilan de la majorité, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'aurait pas fallu faire comme ça. Mais je ne vais pas m'excuser d'avoir mis en place à partir de 2017 une politique qui a considérablement baissé le niveau de chômage en France. Je ne vais pas m'excuser d'avoir mis en place une politique qui a fait exploser le nombre d'apprentis et fait en sorte de régler un problème dont on parlait depuis des années en France, qui permet à l'apprentissage d'être la voie royale vers l'emploi. Je ne vais pas m'excuser d'avoir mis en place une politique qui fait qu'il y a aujourd'hui en France des investissements absolument considérables, des investissements industriels. Moi, je suis maire du Havre. Pendant des années, j'ai vu des usines fermées au Havre. Je les ai vus. Donc quand je vous demande ce que vous n'avez pas fait, vous me répondez ce que vous avez fait. Et j'ai vu le mal que ça a fait. Je vois aujourd'hui des projets industriels, des usines qui s'ouvrent, des milliards d'investissements, qu'ils soient portuaires, qu'ils soient industriels, qui sont en train d'être réalisés. Et je sais que c'est une bonne nouvelle pour chez moi. Et je me permets de vous dire, Madame de Malherbe, que si LFI et ses alliés gagnent, ou le Rassemblement national et ses alliés gagnent, je ne suis pas certain que cette attractivité économique, cette attractivité industrielle se perpétue. Et ça m'inquiète. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? On aurait peut-être dû aborder des questions. Moi, on me parle souvent de sujets, de décisions que j'ai prises, par exemple le 80 km/h. Et j'ai dit que, voilà, après, moi je voulais sauver des vies. On m'a accusé de vouloir remplir les caisses de l'État. Ce n'était pas de ça dont il s'agissait. Je voulais sauver des vies parce que je pense que le nombre de morts qu'on a sur la route en France est complètement dingue. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé, je ferai de la même façon? Probablement pas, parce que j'ai appris. Très bien. Voilà le genre de choses. Et je peux le dire dans tous les domaines. Je peux le dire au Havre, je peux le dire ici. J'admets le fait que quand on fait les choses, parfois, on se rend compte après qu'on aurait pu les faire un peu autrement. Mais pardon, je sais aussi qu'il faut accepter le risque, en France, d'être impopulaire. Il faut accepter le risque de dire « Bien sûr, vous n'avez pas envie d'entendre cela. Bien sûr, vous préfériez que je vous dise exactement ce que vous avez envie d'entendre. Mais ce n'est pas l'intérêt de la France. » Laissez-moi juste donner une illustration de ça. Allez-y. Dans le programme de LFI et dans le programme du Rassemblement national, il y a cette espèce de chose qui plaît de « Écoutez, on peut vraiment équilibrer notre système de retraite. D'ailleurs, on n'a pas vraiment besoin de l'équilibrer parce que ce n'est pas si grave, en travaillant moins. » Moi, je dis aux Françaises et aux Français, vous n'avez peut-être pas, pour certains d'entre vous, envie de l'entendre. Mais il n'y a aucune chance que nous soyons aussi prospères et aussi puissants que nos concurrents et que nos voisins si nous travaillons moins. C'est mécanique. C'est mécanique. Kylian Mbappé. Et je pense qu'on ne rendra pas notre pays plus puissant, plus prospère, plus libre, plus juste si on se ment à soi-même. Kylian Mbappé, qui fait le job pour vous, en quelque sorte, en disant il ne fait pas le job pour nous, il s'exprime. Il s'exprime, il a le droit de s'exprimer. Les artistes s'expriment, les sportifs peuvent s'exprimer, les responsables syndicaux peuvent s'exprimer. Il ne fait pas le job pour nous. Il dit il y a un moment décisif politique. Je n'ai pas du tout dit qu'il n'avait pas le droit de s'exprimer. Je dis qu'il fait. Bah oui, mais justement, est-ce que j'ai dit qu'il n'avait pas le droit de s'exprimer? Il fait le job en disant non aux extrêmes. On en déduit donc évidemment qu'il appelle plutôt à voter pour un bloc central. J'imagine que vous le remerciez. Je suis d'accord avec lui.
si c'est la question que vous me posez, je suis d'accord avec lui. Et je pense, en effet, qu'un certain nombre de responsables, de personnalités qui sont engagées dans la vie de la société et du pays, qui sont visibles, sont parfaitement légitimes en ce moment, compte tenu du moment décisif. Vous aimeriez qu'il y en ait plus qui s'expriment ? Ils s'exprimeront ou ils s'exprimeront pas. Encore une fois, il y a des artistes qui s'expriment, il y a des responsables économiques qui devraient s'exprimer, j'aimerais bien qu'ils s'expriment, il y a des responsables syndicaux qui s'expriment, et ils l'ont fait, et ils s'expriment dans le champ politique, et des sportifs, très bien. Je crois que les Français... Samedi, j'ai passé ma journée dans la Seine-Maritime et dans le Calvados pour faire campagne. Une des choses que je retiens des conversations que j'ai pu avoir sur place, c'est que les Français comprennent parfaitement qu'il est en train de se jouer quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement décisif. Voilà. Dans les 2 semaines et 3 semaines qui s'annoncent, quelque chose de politiquement décisif est en train de se jouer pour le pays. Décisif donc, et la campagne est lancée. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions, Édouard Philippe, ce matin.